C'est quoi le cas le plus fou que tu as vu pour un client qui voulait s'expatrier? Non, pas le plus fou, mais je dirais parce que les plus fous, je peux pas te les raconter, ils vont se reconnaître. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les clients, ils débordent d'imagination. Et franchement, c'est eux qui ont presque les meilleures idées. Parfois même, je me dis, je suis déçu de pas l'avoir eu. Alors c'est souvent un peu Bordeaux, mais ça fait avancer les choses. Là, la dernière que j'ai eue début janvier, c'est quelqu'un qui vraiment voulait devenir apatride fiscal. Et franchement, j'étais avec ma collaboratrice comme ça quand il nous a... alors c'est venu petit à petit. On s'est regardé, c'était vraiment la première fois que j'entendais un truc pareil. Donc je me suis même posé la question, est-ce que c'est possible? Bon. Donc il voulait payer aucun impôt nulle part. Il voulait ne plus être attaché à aucun État. Mais ça allait... mais c'était bien raisonné, hein, parce qu'en fait, il nous avait appelé pour faire un peu un audit de sa situation. Ça arrive assez souvent. Bon, on regarde son groupe, on regarde sa situation personnelle. Et puis, on se rend compte qu'il est à cheval entre deux États. Donc on se dit, simulons si on le déclare vraiment résident plutôt de l'autre État, et puis si on lui dit, faites un petit effort, passez 3 semaines de plus, et puis on y sera facilement. Puis on se rend compte, comme souvent, que c'est pas la martingale. Je te dis, si tu vas pas chercher vraiment, c'est pas la martingale. Donc là, il commence à m'expliquer qu'en fait, il passe beaucoup de temps sur son bateau, qu'il a envie de faire le tour du monde. Et vraiment, il m'explique par A plus B qu'il va aller vivre maintenant, finalement, dans les eaux territoriales. Il m'expliquait qu'il mourrait le moins possible au port, juste vraiment pour recharger. Enfin bon. Donc voilà. Mais bon. Et jouable ou pas, du coup, le... Eh ben non. Non. Parce que, non, il n'y a pas d'apatride fiscale. Parce que tu as toujours, en fait, des intérêts quelque part. Donc, il avait une entreprise en France. Et en fait, pour contrer une résidence, quand tu as des intérêts en France, il faut qu'il y ait un autre État et une convention entre les autres États. Et donc, si tu as les eaux territoriales, il n'y a pas de convention avec les eaux territoriales. Gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir financier, surtout dans un pays où les impôts sont élevés. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui vous permet de suivre votre patrimoine, de gérer votre budget et d'investir. Finari, c'est votre cockpit financier sur mesure. Concrètement, vous allez pouvoir centraliser tous vos investissements au même endroit, le PEA, le compte titre, l'immobilier, les emprunts, afin d'avoir une vue d'ensemble. Et enfin, vous pouvez aussi investir dans des produits avec des frais bas, comme l'assurance vie et la crypto. Allez, on retourne au top. Je voudrais revenir au milliardaire que tu as évoqué tout à l'heure. Tu disais, le milliardaire, il ne va pas consommer tous ses revenus ou tout son capital pour payer ses dépenses courantes. Donc, il paye la TVA, l'impact beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est assez présent dans le débat que les milliardaires ne payent pas assez, etc. Qu'est-ce qu'ils font concrètement de différent pour payer si peu d'impôts? Et est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils payent si peu d'impôts? C'est pas vrai. En fait, c'est pas aussi mécanique. Le sujet, c'est qu'on fait souvent un amalgame entre milliardaires et personnes qui reçoivent des revenus élevés. Parce qu'un milliardaire, c'est quoi? Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a du patrimoine, d'accord? Et souvent, d'ailleurs, du patrimoine professionnel. Mais pour autant, le patrimoine professionnel, c'est pas taxé. Ce qui est taxé à la rigueur à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'immobilier. Et donc, en fait, il y a beaucoup de milliardaires, qui touchent des revenus assez faibles. En fait, qui adaptent leurs revenus à leur mode de vie. Et donc, si ils ont un mode de vie un peu frugal, ils se versent peu de revenus et donc, ils payent peu d'impôts sur le revenu. C'est simple, voilà. Et tu as beaucoup de chefs d'entreprise, et vraiment, qui ont un patrimoine professionnel, donc ont une entreprise très importante, vraiment, et qui vivent très simplement, avec, 150 000, 200 000 euros par an. Si un jour très ils simplement, ont toutes choses étant égales par ailleurs. Toutes choses égales. Et quand tu as 1 milliard en dessous, effectivement, ça peut te paraître, mais qui vivent modestement par rapport à ce qu'ils ont. Et ils font ça exprès parce qu'ils ne veulent pas passer à la caisse de l'impôt sur le revenu ou d'autres types d'impôts? Parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Il y a des gens vraiment qui vivent, c'est leur mode de vie. Ils n'ont pas. Alors, c'était pas mal la première génération où les gens qui créent la société, comme chez nous, on appelle ça la G1. La G1, c'est celle qui crée le groupe. Généralement, celui qui crée le groupe, il est reparti de zéro, il a réinvesti, il a ce côté un peu où là, il vaut mieux laisser dans l'entreprise. Et donc moi, j'ai pas mal de clients qui ont des très, très grosses entreprises et en fait, qui vivent assez simplement. Et s'ils ont besoin, par exemple, un jour de faire une folie, j'ai envie de dire,
bah, ils vont se verser un dividende. Voilà, ils vont faire une opération exceptionnelle ou un dividende pour pouvoir financer ça. Et l'exemple parfait, c'était le fondateur d'IKEA. C'est-à-dire que, mais il y a des Français, mais du coup, je ne les citerai pas, mais qui voyagent en seconde classe, vit dans un pavillon, ne prend pas, part pas aux Roule en Volvo, je Seychelles. crois. Voilà. Bah, nous, il pourrait rouler en Clio, je pense. Parce que ça serait, donc, et celui qui a poussé le curseur encore plus loin, c'est Elon Musk. Alors lui, carrément, il n'a pas de revenus. Il vit à crédit. Pour le coup, il a un gros train de vie. Il vit à crédit. Il Il y a emprunte beaucoup aux d'enfants banques. aussi. Il emprunte aux banques et il met ses actions en garantie. Donc c'est quoi, c'est un crédit Lombard, ça? Exactement. Et pourquoi c'est intéressant? Bah, c'est intéressant parce que tu n'as pas de revenus. Si tu n'as pas de revenus et que tu n'as pas d'impôt sur le revenu, et après, si tu n'as que du patrimoine professionnel, tu n'as aucun impôt sur la fortune d'une manière générale. Il n'y a pratiquement aucun impôt sur la fortune basé sur un actif professionnel. Donc, ça veut dire que là, bah, voilà, tu payes de la TVA. Il n'y a pas de TVA aux États-Unis. En plus, je crois qu'il vit au Texas, et donc alors, je sais pas comment ils appellent ça, la value tax ou un truc comme ça, est vraiment très faible dans ces États-là. Donc c'est ok. Donc plutôt intéressant. Ça, c'est un schéma qu'on pourrait faire en France aussi, avoir un crédit Lombard sur ses actifs professionnels, vivre en fait de ce crédit Lombard, et donc jamais passer par la case impôt. Alors, je l'ai jamais vu, pour être honnête. Il y a des je clients vois pas créatifs. comment. Peut-être qu'il y a des créatifs qui Bah, ont ouais, testé. Non, mais j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient à crédit parce qu'ils voulaient garder leur cash ou le réinvestir et tout. Après, j'ai pas vu quelqu'un enfin, ces gens-là, généralement, ils ont un grand train de vie, moi, ceux que j'avais vus. Mais j'ai pas vu le cas où vraiment ils décident de mettre zéro pour faire du crédit. Et je pense que tu aurais un problème quand même avec tes actionnaires. C'est-à-dire que... D'ailleurs, il y a des actionnaires qui ont fait des procès à Elon Musk pour... Expliquer que tu prends pas d'argent, ça me paraît pas très sain. Mais bon, techniquement, j'ai envie de te dire comme ça, là, à chaud, C'est pourquoi pas. possible.